La sucrerie podcast. La personne qui se fait harceler, vous l'avez dit, se dit « Pourquoi moi ?» C'est quelque chose qui concerne tellement de personnes. Bienvenue dans Ça va aller. Je suis Tatiana Benamou. Je suis Laura Larman. Et dans ce podcast, on va discuter avec la psychanalyste féministe Catherine Grangeard des grands questionnements de notre société, auxquels chacun et chacune peut être confronté au quotidien. Dans cet épisode, nous allons parler du harcèlement à travers nos expériences et l'expertise de Catherine. Ça va aller est un podcast produit par La Sucrerie. Il a été imaginé par Catherine Grangeard, réalisé par Tatiana Benamou et Laura Larman. Le mix est de Dimitri Benamou. Dans les couloirs, on va la bousculer, on va l'insulter. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un autre Lucas, qu'il y ait un autre Ambre, qu'il y ait un autre enfant qui se suicide pour prendre des décisions. Accablé par la peur et par la douleur accumulée toutes ces années, il décide de mettre fin à ses jours. Et aucune loi n'oblige le harceleur à changer d'école. Attention, certains sujets abordés pourraient heurter votre sensibilité. Pour vous protéger, je vous invite à vous référer à la description de chaque épisode avant écoute. Alors aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement, sujet large et très intéressant puisque Laura et moi-même, on l'a vécu, le harcèlement, à différentes périodes de nos vies, je crois. Ouais, on en reparlera, mais je pense, ouais. Et du coup, quand Catherine nous a proposé d'aborder le sujet, forcément, ça nous a vachement emballés. Voilà, et moi, c'est un sujet qui, personnellement, me touche parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et dans les médias, on entend toujours parler de un tel qui s'est suicidé parce qu'il s'est fait harceler. Encore là, il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui s'est suicidé. Parce qu'il était victime d'homophobie. Voilà. Non, mais ça arrive très souvent et le discours qui existe dans les médias, selon moi, est un peu est toujours polarisé autour des drames et qu'on parle pas, on n'en parle que quand il y a des événements tragiques comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va pas parler seulement du harcèlement scolaire ou du cyberharcèlement, mais du harcèlement en général. C'est quelque chose qui concerne tellement de personnes. Et ça commence à l'école, et ça commence très tôt. Ça ne se solde pas, et quand même heureusement, par des suicides en permanence, mais c'est tragique dans le vécu de la personne. C'est traumatisant, oui. Et ça laisse des cicatrices, ça laisse des traces, et donc vous parlerez un petit peu toutes les deux, éventuellement si vous en avez envie, de vous. Mais je peux vous dire que beaucoup d'adultes et les personnes qui vont nous écouter peuvent se souvenir de colibets, peuvent se souvenir de surnoms, peuvent se souvenir de tas d'événements. Alors, il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais il faut être fort, faut quand même pas... » Ça forge le caractère. Ça, c'est une expression qu'on entend beaucoup. Voilà, c'est quand même pas si dramatique, mais on peut aussi se dire que tout ce qui fait du mal n'est pas indispensable et que, en tant que parents, nous avons souvent eu besoin de réconforter un des enfants ou les enfants et de dire « mais qu'est-ce que ça te fait ? Mais c'est pas si grave, mais comment tu peux réagir autrement qu'en étant complètement atteint ?» Voilà. Donc moi, ça me semble très important de considérer que le harcèlement n'est pas forcément dramatique, mais il laisse des cicatrices et qu'on pourrait faire autrement. Il n'est pas cantonné à l'école, ce n'est pas que du harcèlement scolaire, il y a du harcèlement dans les milieux professionnels, et beaucoup, et on pourra en parler peut-être. Et puis dans les familles. Ah bah ça, pour le coup, on n'en parle pas souvent. Oui, on part du principe que entre frères et sœurs, on se taquine, et puis les parents qui disent « Oh là, c'était vraiment chiante, machin », ou qui ont des mots qui peuvent être d'une violence folle à l'égard de leurs enfants. Bon bah c'est la famille, c'est comme ça, c'est compliqué la famille. Et alors qu'en fait, ça a un impact si profond sur l'image de soi, l'estime de soi. Enfin, voilà, on peut vivre ça quand on a 8 ans et en subir
subir les conséquences à 45, bien plus tard même. J'ai l'impression que dans tous les milieux, que ce soit à l'école, au travail ou dans la famille, on a aussi du mal, quand on est une personne qui se fait harceler, à reconnaître qu'on se fait harceler, à en parler, à le dire. Il y a une honte d'en parler, il y a une honte d'être une victime. Parce qu'il y a toute cette injonction de non, faut être fort. On se vient, fais pas ta victime, quoi. Enfin, c'est que c'est une position qui est honteuse, que c'est pas enviable et que limite c'est un peu de ta faute parce que soit tu te laisses faire, soit tu te laisses impacter par ça et ça deviendrait de la faute de la victime, quoi. Mais du coup, Catherine, quand tu parles de harcèlement dans la famille, est-ce que toi, via tes patients ou quoi, t'as des exemples ? Bien sûr. Tu viens de parler, Laura, de frères et sœurs. Il y a vraiment, dans certaines situations familiales, un harcèlement de l'un dans une fratrie, et c'est absolument catastrophique, parce que c'est le même type de fonctionnement que, par exemple, à l'école, avec un qui est harceleur, l'autre qui est harcelé, puis les moutons qui regardent ça, qui ont très très peur de devenir la victime du harcèlement et qui donc du coup sont silencieux. Ils ne vont pas dénoncer, ils vont pas dire soit à la maîtresse, soit aux parents, il se passe ci, il se passe ça et c'est catastrophique. Donc du coup, ça se poursuit. Et dans les familles, il y a également parfois l'un des parents ou les deux, malheureusement, enfin un ça suffit amplement, qui ont une sorte de bouc émissaire dans un des enfants de la fratrie. Ça ressemble à un harcèlement où on ne passe rien à tel gosse. Alors, ça peut être le petit gros qui est en permanence la cible des différentes personnes du groupe familial et qui s'en prend plein chaque fois qu'il va au frigo ou bien chaque fois même qu'il passe dans la pièce, etc., etc. Donc oui, il y a des harcèlements comme ça, des grands-parents qui font des différences absolument épouvantables. Donc c'est tabou parce que la famille serait le lieu du bonheur. Pas toujours, venez dans les cabinets de psy et vous verrez si les familles, c'est les lieux que du bonheur. Mais dans ce que tu dis, moi j'entends le fait que le harcèlement, peu importe dans quelle sphère il arrive, d'où il provient, il existe quand il y a une personne qui a une différence, quelle qu'elle soit. Tu parlais du petit gros, ça peut être la trop grande, ça peut être celui qui part différemment. Moi, je me suis fait harceler parce que j'ai changé d'école et je suis arrivée dans une école que je ne connaissais pas du tout, une ville que je ne connaissais pas en CM2. Et moi, j'étais cet enfant qui avait un vocabulaire pas adapté à son âge. J'avais un comportement et une manière de m'exprimer et d'exister qui dénotait du reste de mes camarades. Et du coup, une fille m'a prise pour cible et a entraîné toute la classe avec. Personne ne venait à mon anniversaire, je me faisais jeter des trucs en cours. Enfin, ça a été très, très violent. Mes parents voulaient me changer d'école. Enfin, ça a été vraiment très intense. Mais ça vient d'une différence. Est-ce que, selon toi, c'est toujours le point de base du harcèlement, c'est quelqu'un qui sort de ce qu'on envisage comme étant une norme ? On a tous et toutes des différences. L'un, ça va être physique. L'autre, ça va être au niveau du vocabulaire. Le troisième, au niveau du comportement. Le quatrième, parce que sa couleur de peau. Le cinquième, ça peut être une fille parce qu'il y a une majorité de garçons. Ça peut être, etc., etc. On crée la différence. On regarde la différence. Tiens, les yeux clairs dans tel milieu où tout le monde a les yeux marrons. Tiens, les yeux marrons dans un univers où tout le monde a les yeux clairs. Des choses aussi banales. Ça peut tomber sur n'importe qui, en fait. Absolument. Et la réaction de cette personne, si elle est gênée, ça entraîne des conséquences catastrophiques. C'est-à-dire, on a dit « je suis victime de harcèlement ». Eh bien, il y a quelque chose qui, en nous, ne supporte pas ce qu'on va pointer. Parce que, ouais, j'ai les yeux clairs, ok. Ouais, je suis beaucoup plus sensible et je suis un petit garçon, ok.
Mais dans certains cas, ça va passer, et dans d'autres cas, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui fait que la réaction de la personne qui va se trouver victime de harcèlement modifie quelque chose dans le harcèlement? C'est ça que nous pouvons aborder avec les auditeurs, parce qu'il y a quelque chose qui se situe là. Et lorsqu'on est surpris par le fait qu'on n'est pas accepté et qu'on a tellement besoin d'être accepté parce que c'est une nouvelle école ou parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on a donc qui fait que... Mais non, c'est la méchanceté qui est là. Quand on est un enfant, qu'on n'a pas conscience, qu'on n'a pas forcément le recul de, en fait, s'il se moque de moi, c'est pour telle ou telle raison, et moi je m'en fiche, de toute façon je suis comme ça. Effectivement, souvent la première réaction, sauf quand il y a des enfants qui ont vraiment beaucoup d'assurance, c'est d'être blessé et d'avoir cette réaction qui du coup va attiser encore plus. Voilà, moi, mon malheur que j'ai eu dans cette situation, c'est que la maîtresse que j'avais a pris ma défense. Ce qui venait d'une très belle intention, hein. Enfin, je veux dire, elle a fait ce qui lui semblait légitime, sauf que du coup, en plus d'être celle qui parlait bizarrement et avait des trop bonnes notes, j'étais devenue la chouchoute, et la chouchoute, on l'aime pas. Donc en fait, il y a tellement d'éléments extérieurs qui font que presque, moi on m'avait dit non mais c'est parce qu'ils sont jaloux, alors dis comme tu t'en fous, etc. Mais même en appliquant ça marchait pas, quoi. Donc c'est un peu compliqué de s'extraire de ça, parce que comme tu dis, la méchanceté, elle existe. Et il y a des gens qui sont méchants parce qu'ils sont malheureux, pour d'autres raisons, peu importe. Mais hormis faire une immense pédagogie dans toutes les familles, parce que souvent les enfants qui harcèlent, c'est des enfants qui eux-mêmes vivent des vies et des situations qui sont pas forcément... ou en tout cas, on leur parle pas de la bonne manière, ou on leur inculque pas les bonnes valeurs. Oui, c'est sûr, mais je peux te dire que quand t'es celui qui se fait harceler, t'en as rien à faire de la vie du mec qui est en train de te harceler. T'as juste envie qu'il se fasse écraser par le bus tous les matins. Moi, j'en étais là. J'espérais que ces gens meurent, vraiment, parce que ils me gâchaient la vie. Vraiment, c'était horrible. Et voilà, bon, moi, c'était parce que j'étais la grosse de ma classe. Et pareil, je suis arrivée en milieu d'année dans une école où je connaissais personne. Bon, voilà, pas d'amis. Enfin, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais... Et malgré le fait que toi, t'as l'impression d'être une bonne personne, gentille, sympa, rigolote, avec plein de choses à offrir, non, t'es juste la grosse, et une fois qu'il y a plus de 10 personnes contre toi, c'est foutu. Il y a un phénomène de groupe qui est terrible quand on se retrouve tout seul face à une haine collective. Mais je pense que les enfants ou les ados, voilà, les gens qui harcèlent, ont quelque part ce besoin de domination et justement ceux qui suivent n'ont pas envie d'être ceux qui sont harcelés. Et donc ils harcèlent à leur tour. Et donc ils deviennent les harceleurs. Donc voilà, il y a tout ça. Mais moi je trouve que ce qui fait le plus mal, c'est des années plus tard, quand j'ai revu un de mes harceleurs, il ne se souvenait même plus de ce qu'il m'avait dit. Alors que moi, ça a brisé une partie de mon estime de moi pour toujours. Enfin pour toujours, j'espère pas, mais en tout cas là j'ai 35 ans et à l'époque j'en avais 15. Donc ça fait un moment que je me trimballe le truc, quoi. Ah, c'est ça, moi j'ai commencé ma thérapie, je pense il y a 3 ans, 3-4 ans, un truc comme ça. Ça a été l'un des premiers sujets, alors que pourtant j'en ai parlé, reparlé, etc. Ça a été l'un des premiers sujets que j'abordais et sur lesquels j'avais besoin de travailler, parce que même 15 ans plus tard, c'était toujours bien présent, quoi. Et c'est ça qui est assez fou. Et c'est marrant, toi tu disais que t'avais envie qu'elle se fasse écraser par une voiture. Moi je culpabilisais parce que des fois elle se faisait disputer et je me sentais mal parce que c'était de ma faute. Donc vraiment ça nous retourne la tête, ça biaise complètement le rapport à soi et aux autres, quoi. Et c'est pour ça que c'est quand même bien, quand on rentre chez soi, d'avoir un cadre familial qui est sain et dans lequel on peut se sentir écouté. Et aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus dur pour les ados parce que aujourd'hui, ça continue sur ton smartphone, sur Internet, etc. Moi, quand je rentrais chez moi, j'étais protégée. Ils pouvaient plus m'atteindre, en fait, ces gens-là. Mais aujourd'hui, du coup, comment on fait ? Et c'est pour ça que je pense que c'est encore plus difficile de s'en sortir. J'ai reçu récemment un garçon, enfin un homme, il a presque 30 ans, qui était harceleur. Ah ça m'intéresse. Et qui te l'a dit officiellement. Enfin, je suis un harceleur. J'ai été harceleur. Très étonnamment, c'est quelque chose qui le faisait extrêmement souffrir d'avoir été quelqu'un qui a su utiliser les failles d'une fille, en l'occurrence, parce qu'il les avait perçues, et il avait
extrêmement honte d'avoir provoqué chez cette personne des dégâts qu'il devine, il ne l'a pas revue, il ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais qu'il devine. Et c'est quelque chose qui le met désormais très mal à l'aise. Ce jeune homme, cet homme, dans son milieu professionnel, a assisté à un harcèlement d'un chef sur une de ses collègues du même niveau que lui. Il a vu. Et il s'est dit, ça je peux pas laisser faire. Parce que, ayant été dans la peau du harceleur, je ne peux pas le regarder agir. Et il a pris conscience de l'horreur qu'était ce chef, parce qu'il voyait. Je crois que beaucoup de harceleurs ne se voient pas. Que beaucoup de harceleurs sont dans une situation où ce qu'ils voient, c'est le pouvoir qu'ils ont sur l'autre. Et puis, ils sont les rois du monde parce que les autres le suivent, rigolent à ses mauvaises blagues, etc., etc. Et donc, c'est ça qui me paraît super important. C'est de pouvoir agir sur le harceleur, pas uniquement sur les harcelés à qui on va en permanence dire « te laisse pas faire, mais fais comme s'il se passait rien, mais on va te changer d'école, mais etc. etc. » C'est dur quand on est dans la position de la personne harcelée. Moi, je m'en souviens, je m'étais tournée vers l'équipe pédagogique. Mes parents s'étaient tournés vers l'équipe pédagogique. Il ne s'était absolument rien passé. Alors si à la fin de l'année, celle qui m'a harcelée, mais c'était vraiment 3 semaines, elle avait changé d'école, on ne sait pas trop si c'est pour ça ou non. Et après, tous les autres qui étaient restés s'étaient tournés vers moi, parce qu'elle était adulée par tout le monde, parce qu'elle avait l'air plus adulte, parce qu'elle mettait des talons alors qu'elle avait 10 ans. Enfin, ils s'étaient tous tournés vers moi en mode « c'est ta faute ». Et je me revois rentrer de l'école après qu'elle soit partie et être en pleurs parce qu'elle était partie et que c'était de ma faute. Et je me revois dans ma baignoire en train de pleurer. J'ai une vision très claire de ce moment-là. Et c'est terrible. À quel point quand on est dans cette position-là, peu importe ce qu'on nous dit, peu importe ce qu'on va faire, ça change pas grand-chose. Mais du coup, quand tu dis que c'est vis-à-vis des harceleurs qu'il faut faire quelque chose, voilà. Qui doit faire quoi ? C'est une bonne question. Ouais. Alors, en fait, c'est compliqué parce que le harceleur ne se vante pas au niveau de son milieu familial d'être un harceleur. Donc, au niveau du milieu familial, c'est un gentil enfant. Au niveau de l'équipe éducative, c'est quand même souvent vu. Qui, dans la classe, embête plutôt les autres ? Qui, dans la cour de récré, est plutôt toute seule ou tout seul ? Et qui, un peu le roi du monde là-dedans. Donc là, il existe des équipes qui viennent faire du travail très intéressant sur le harcèlement. Et je te répondrai sur le cyber après. Et je connais un truc qui s'appelle le théâtre de l'opprimé, c'est Augusto Boal, ça vient d'Amérique latine et c'était utilisé dans des quartiers où il y avait beaucoup d'oppression. Et donc l'idée c'est de faire rejouer des scènes à un public. On rejoue une scène de harcèlement, par exemple, et on dit au public, donc là en l'occurrence des enfants dans une école, vous êtes d'accord avec ce qui vient de se passer ? C'est normal que celui-là il la traite de grosse, que celle-là elle se moque de la nouvelle. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Tout va bien. Et alors comment on pourrait faire ? Et on rejoue les scènes. Il y a une doublure de chacun des protagonistes jusqu'au moment où on arrive à mettre en scène un certain nombre d'autres scénarios. Donc il y a cette technique-là qui est vraiment extrêmement intéressante. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, parce que dans tous les établissements scolaires, on ne va pas faire ça. Il y a les interventions de professionnels qui viennent parler globalement de ce qu'est l'ambiance, de ce qu'est le harcèlement, de ce qu'est, etc., etc. Et en parlant globalement, ça peut permettre de repenser à des situations et de nouveau, qu'il n'y ait pas
un qui est en face d'un autre, mais il y a des tiers. Et les moutons, dès qu'ils se désolidarisent, dès que le harceleur n'a plus sa cour autour, eh bien voilà, ça change tout. Alors moi, j'ai pas une baguette magique pour résoudre tous ces problèmes, mais ça, ce sont des idées pour les adultes qui voient à l'école des choses comme ça. Dans les milieux professionnels, puisque ça existe aussi, là aussi, il y a des tiers. Il n'y a pas que celui qui harcèle et celui qui est harcelé. Il y a évidemment les collègues qui peut-être vont se taire, mais il y a la hiérarchie, mais il y a des possibilités dans les évaluations, il y a parfois des syndicats, il y a tout un tas de tiers, et ce sont les tiers qui vont permettre de faire que ça évolue. Le fait d'être dans la dualité, c'est très, très, très... ça ferme. Est-ce que tu penses que c'est encore plus difficile de dénoncer le harcèlement au travail entre adultes que quand on est un professeur? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que les adultes dans les écoles ne voient pas tout ce qui se passe, mais souvent se disent qu'ils se débrouillent entre eux. Dans les entreprises, la hiérarchie ne veut pas trop se mêler de problèmes qui vont être un peu pénibles à gérer et à régler. Et donc, du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent regarder ailleurs plutôt que de se mêler tout ça. Ce n'est pas forcément plus facile ou plus difficile à tels âges ou dans tel contexte. Ça dépend de qui se sent bien pour gérer un problème, parce que dans certaines classes, les professeurs ne peuvent pas tolérer ça. Et du coup, ça se gère. Et puis, ceux qui regardent ailleurs, malheureusement, ça perdure. Donc voilà, un truc très important, c'est que les protagonistes qui observent peuvent quelque chose. Parce que le harcèlement, on a parlé dans un autre épisode d'éducation à la sexualité. Vous voyez, on peut résoudre des questions de harcèlement parfois par des actions différentes. Éducation à la sexualité. Quand on voit qu'il y en a un ou une qui est harcelé pour des raisons de sexualité. Eh ben, on ne parle pas du harcèlement, mais on va faire des réunions d'éducation à la sexualité. Comme on l'a dit dans l'épisode consacré à ce sujet, c'est obligatoire, mais malheureusement très peu fait. Voilà, on n'est pas obligé de pointer le doigt pour faire cesser un truc, mais on peut se saisir de l'objet du harcèlement. Tu as parlé du fait d'avoir été grosse. Eh ben, on peut parler de grossophobie. On peut projeter des petits films, etc. Mais on va pas parler de tel ou tel élève. Il y a beaucoup de solutions possibles. Idem dans les entreprises. Lorsqu'on sait qu'il y a un chef qui est vraiment, il a cette habitude d'humilier, etc. On peut avoir une action sur le management, l'obliger à aller à des sessions, etc., etc., etc. Moi, pour avoir vécu le harcèlement à l'école et dans le milieu professionnel, je trouve qu'il y a presque même des fois un truc un peu plus pervers dans le milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on est censé être entre adultes. On est censé se respecter, etc. Sauf que il y a des petits chefs, il y a des petits chefs qui disent des choses monstrueuses. Moi, j'étais stagiaire à un moment donné, et la personne, mon tuteur de stage, était à peine plus âgé que moi. Il doit avoir 5-6 ans à tout péter. Et en fait, à chaque fois qu'il avait un ou une stagiaire, il mettait en place un rapport de domination, une manière de parler qui était vraiment pas normale. Et c'était un peu l'ambiance globale de cette boîte, où au final, il y a même un qui s'est fait, au final, dégager, mais bien des années après, parce que lui, c'était carrément pas que du harcèlement moral, mais carrément sexuel. Mais c'était un peu la manière de fonctionner là-dedans. Et moi, quand j'y étais, pensant être entre adultes, j'ai essayé d'ouvrir le dialogue avec la personne avec qui je travaillais et qui était vraiment d'une violence quotidienne assez terrible avec moi. Je me suis heurtée à un mur et il n'y avait personne, pas de tiers, pour intervenir. C'est ça qui était terrible. Balance ta boîte. Non, je rigole. Je peux le faire parce que vraiment, il y a eu un article sur eux, c'est Because Music. Donc vraiment, je m'en fiche, il y a eu un article de Mediapart sur eux, qu'ils fassent plaisir. C'est pas moi qui l'invente. Ils ont déjà tout raconté. Et en plus, moi, je suis une fille, j'étais jeune, j'étais stagiaire, donc vraiment, j'avais la position de la victime parfaite, quoi. Et moi, quand j'ai essayé de dire, je n'aime pas ton comportement, il me met mal, en plus, quand on est dans une logique de performance,
confiance dans une entreprise. Donc je disais, moi, j'arrive pas à faire de mon mieux, à travailler de mon mieux dans ces conditions-là. Et la seule réponse que j'ai eue de sa part, c'est oui, mais il faut t'endurcir si tu veux travailler dans ce milieu. Un peu ce qu'on nous dit quand on est à l'école. Il y a un peu de ça, bah ouais, mais t'as qu'à rendre les coups. Les tiers sont utiles quand il y en a. Les tiers sont utiles quand les personnes qui sont présentes veulent bien prendre ce rôle et cette responsabilité. Lorsqu'il n'y en a pas ou lorsque c'est des moutons, eh bien, on est dans des difficultés où on n'a pas de solution forcément immédiate. Par exemple, quand tu es stagiaire, au moins tu te dis... je vais partir dans 5 mois. Ouais. Parce qu'aussi, la personne qui se fait harceler, vous l'avez dit, se dit... Pourquoi moi ? C'est moi qui ne suis pas assez forte pour supporter leurs plaisanteries de mauvais goût. En gros, il faut chercher des tiers. C'est indispensable. Dans le cyberharcèlement, ce qui est encore un peu plus compliqué, c'est que ça n'arrête jamais. Puisque tu n'as pas ta bulle, voilà, j'ai claqué la porte de la boîte de l'entreprise ou de l'établissement scolaire, ben ça y est, c'est fini, je suis tranquille, je suis chez moi. Enfin, c'est fini. J'y retourne demain, mais... Un temps de pause. Mais le cyber, c'est que ça n'arrête jamais et que... Les gens sont pires. Les gens disent des choses bien pires et des choses... derrière genre l'anonymat... Va mourir, va te pendre, enfin des choses horribles. Derrière l'anonymat, on peut se permettre de déverser tout son fiel et sa colère. Voilà. Et puis l'un va entraîner l'autre et donc c'est une catastrophe. Alors là, de nouveau... Eh bien, il y a peut-être du collectif qui va permettre d'aider les gens. Mais c'est compliqué d'aller tirer la sonnette d'une association Trucmuche qui va aider les personnes en question. Vraiment, le cyberharcèlement est quelque chose qui multiplie, qui met en puissance ce que les uns et les autres peuvent vivre dans des milieux où il y a au moins d'autres humains qui sont témoins. Là, c'est vraiment la solitude face à tout ça. Alors, est-ce que cette personne est vraiment seule dans la vie ou pas ? Il y a des gens qui débranchent des comptes parce qu'elles ne veulent plus être attaquées sur tel compte. Bon, ça peut être intéressant. Pourquoi pas ? D'autres disent « Non, mais moi, je ne veux pas me priver de... » Peut-être. Et puis là, on est en train de raisonner sur des personnes qui ne fréquentent pas les gens qui les cyberattaquent. Alors que, par exemple, à l'école, c'est les gens de la classe ou de l'établissement scolaire qui s'attaquent à une personne qu'il voit le lendemain. Puis aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'humiliations publiques en ligne où on peut te filmer, on peut te mettre sur les réseaux, on peut prendre des photos de toi, faire des montages, te faire dire des choses que t'as pas dites. Enfin, il y a vraiment... Tout est possible. Et j'aimerais bien savoir comment on peut protéger les gens et nos enfants de ça. Déjà, on dit qu'il faut faire attention, qu'il faut se méfier des réseaux sociaux. Et ça, c'est une évidence. On a souligné énormément les photos intimes parce qu'au moment où elles sont envoyées, au moment où la vidéo est partagée avec le copain, c'est souvent dans ce sens-là, tout va bien, c'est entre nous deux et tout ça. Et puis à un moment donné, c'est plus du tout la situation. Donc là, il faut quand même insister sur le fait qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas faire confiance à des gens et donner le bâton pour se faire battre. Là, vraiment, même si c'est pas normal, que normalement, on devrait pouvoir, dans une relation d'intimité, dire « tu m'as donné ta parole que tu supprimais », bah oui, mais malheureusement, l'outil est tellement dangereux qu'on ne peut pas ne pas répéter aux gens attention. Évidemment, c'est pas de la faute des personnes qui les ont faites, parce que je pense que il y a un truc de
voilà, comme tu dis, de confiance, de respect, et à partir du moment où cette confiance est rompue, et ben là, très souvent, on projette la responsabilité sur la victime. Alors effectivement, je pense que c'est important de faire de la pédagogie, même si on pense que cette relation est très belle, même avec les meilleures intentions, on ne sait pas comment vont réagir les gens, encore plus quand on est jeune. Alors c'est pas dédié qu'aux personnes jeunes, hein. Il y a des gens plus âgés qui le font évidemment, mais effectivement de faire attention et de se préserver. Et encore une fois, je pense que la solution aussi pour éviter ça, peut-être, c'est l'éducation, l'information, pour que nos futurs enfants ne deviennent pas harceleurs, ne deviennent pas des gens qui vont cyberharceler, faire du chantage. Voilà, l'éducation à la sexualité, l'éducation au respect de l'autre, etc. C'est ça, et puis c'est utopique de se dire qu'un jour on arrivera, je pense pas qu'il y aura un jour plus du tout d'harcèlement, parce que en plus avec les enfants, il y a des histoires de construction sociale, de rapports de pouvoir, de domination, de reproduction de modèles qu'ils ont vus dans leur famille ou ailleurs. Donc je pense que ça arrivera toujours, il y aura toujours des harceleurs, toujours des gens qui se font harceler. Par contre, ce qui est important, c'est d'ouvrir le discours, et comme on disait au début, pas seulement quand il y a un drame, mais de faire de la sensibilisation de plus en plus. Et en fait, plus les générations vont avancer, plus ils auront accès aux réseaux sociaux jeunes. Enfin, je veux dire, on connaît les méfaits, mais ça fait partie de la société aussi. Je pense que c'est compliqué de couper ces enfants de ça. Mais en tout cas, c'est bien par la sensibilisation que on espère il y aura moins de drames, ou même sans arriver jusqu'au drame, de dégâts psychologiques profonds, quoi. Déjà, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes en ce moment en train de vous faire harceler, ou que vous vivez mal une situation, parlez-en, en fait. N'ayez pas honte d'en parler, parce que peut-être qu'autour de vous, quelqu'un aura une solution qui pourra vous sortir de cette situation. L'idée, c'est d'identifier une personne de confiance, déjà qui pourra vous écouter, respecter votre intimité, parce que des fois on a envie d'en parler à une personne et pas à 72, donc essayez, si vous avez la possibilité, d'identifier cette personne. Sinon il y a des numéros aussi, on peut appeler, qui peuvent essayer en tout cas d'offrir au moins une oreille, peut-être des solutions. Et on les mettra d'ailleurs dans la description, bien sûr, sur Instagram. Oui, on mettra dans la description de l'épisode et sur Instagram. Donc voilà, il y a des issues d'une certaine manière, ou en tout cas au moins des personnes qui sont prêtes à écouter. Quand ça arrive à une forme d'harcèlement qui vient menacer votre santé mentale ou votre santé physique, il y a pas de honte. Parce que si on se cache derrière la honte, on voit bien ce qui peut arriver. C'est complètement légitime de se réfugier là-dedans. On n'a pas envie d'être perçu comme la victime, mais malheureusement, il y a des situations où si on ne s'en extrait pas, ça peut devenir vraiment dramatique, quoi. Oui. Il me semble qu'il y a le crescendo dont on doit parler avant de terminer cet épisode. Le crescendo. Il y a un début dans le harcèlement, et puis des étapes qui se franchissent. Plus la personne met un terme rapidement à cette situation, en y introduisant les tiers, puisque là on insiste toujours sur en parler, c'est introduire un tiers, on n'est plus seul à seul, eh bien le crescendo s'arrête, parce que le harceleur se rend compte que son pouvoir est un peu limité. Alors si on a partagé une de vos photos, ou bien si on a partagé un de vos secrets, ou bien si vous vous sentez trahi pour quelque chose, vous aurez sans doute tendance à vous refermer sur vous. C'est là où peut-être que c'est une erreur à commettre. Oui, vous avez peut-être été naïf ou naïve de penser que vous pouviez répondre à quelqu'un par écrit, avec une photo, avec des propos, avec des... je pense beaucoup à des choses de sexe, où c'est marrant les sextos, jusqu'au moment où c'est utilisé contre la personne. Donc voilà, il y a quelque chose, oui, c'est marrant, on est d'accord. Et si vous en parlez à quelqu'un, vous êtes jeune, vous en parlez à des parents, vous êtes plus âgé, vous en parlez à des gens, tout le monde va vous dire, bah oui, c'est vrai
que ça a un côté marrant, jusqu'au moment où c'est retourné contre vous. Alors, le fait d'avoir honte, ça tient pas. Parce que nous avons, toutes et tous, joué à des trucs, mais c'était dans l'intimité. On n'avait pas envie que ça se retrouve sur la place publique. Ce n'est pas que vous qui avez joué à des trucs, mais ça s'est retrouvé là où ça n'aurait jamais dû se retrouver. Et donc, le fait de pouvoir en parler à des tiers de confiance, ça va vous permettre de ne plus être dans le crescendo et donc de faire introduire des gens qui vont vous permettre de vous extraire, de trouver une porte, une issue de secours. Et c'est ça, peut-être que le harceleur, il ne s'y attend pas. Et dans les violences, par exemple, faites aux femmes, on sait très bien qu'il y a un crescendo parce que cette personne, cette femme, ne va pas pouvoir mettre un terme à des humiliations, ne va pas pouvoir mettre un terme à de la domination, tu as employé ce mot. Et nous vous conseillons de trouver toujours des moyens, des issues pour vous extraire de cela. C'est jamais trop tard, mais le plus tôt, c'est le mieux. Oui, et puis j'aimerais qu'on rappelle aussi, on l'a déjà dit, mais j'aimerais qu'on insiste vraiment là-dessus. C'est pas de votre faute si vous faites harceler. Même si vous avez envoyé des photos, des messages, même si vous avez raconté des choses, c'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous êtes moins bien, c'est parce que vous êtes nul, moche, bête, tout ce que vous voulez. C'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de dominer, de détruire d'autres gens pour se sentir mieux. Et c'est eux qui ont un problème, pas vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez envie que nous abordions certaines thématiques, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, sur la page Ça va aller, le podcast. Ça va aller est un podcast produit par La Sucrerie. Il a été imaginé par Catherine Grangeard et réalisé par Tatiana Benamou et Laura Larman. Le mix est de Dimitri Benamou.